Kevin! Pardon. Mais pourquoi tu fais ça enfin? Bah, je sais pas, je me suis fait l'intégrale Halloween là et... C'était complètement fou. Bah oui. Ouais, Désolé. assieds-toi, voyons. Désolé. Bonjour à toi, chers spectateurs. Oui, c'est une manière un peu folle de démarrer une vidéo, mais c'est un film un peu fou que nous venons de voir. On va parler de Halloween Kills, qui est donc la suite du Halloween 2018, qui était lui-même donc la suite du Halloween de 78 de John Carpenter. On va finir par se perdre avec ces titres qui sont renommés à gauche et à droite. D'autant qu'il y a plusieurs timelines dans la saga. Exactement. Donc, Oh là là, ouais, c'est un sacré bazar. Si l'on devait résumer simplement l'histoire de ce Halloween Kills, en gros, on reprend là où s'est terminé le premier film de 2018, c'est-à-dire Laurie Strode et sa famille ont réussi à brûler la maison avec Michael Myers dedans. Ils sont en train de se barrer pour emmener Laurie à l'hôpital, mais sur le chemin, il y a des pompiers qui arrivent. Et ces pompiers vont éteindre le feu et vont permettre à Michael Myers de sortir de la maison. Pauvre pompier. Pauvre pompier d'ailleurs, soit dit en passant. Pour en parler avec moi, celui qui à la base devait faire la vidéo avec moi sur le Halloween de 2018. Ouais. Mais j'ai le souvenir qu'un réveil a malheureusement fait que tu n'as pas pu venir. C'est ça. Kevin, comment vas-tu Kevin? Très très bien. Revigoré par le film. Oui, je sais en plus que tu es très fan de la saga Halloween, comme je crois... Cette petite chose le prouve très vaguement. Ouais. Très très vaguement. C'est ton bébé. C'est ton bébé. On va dire. Donc ce Halloween Kills qui a eu beaucoup de retard parce qu'à la base il devait quasiment sortir à peine 2 ans après le succès du premier. Là on devrait être à la sortie du 3 en fait. Ouais c'est ça, on devrait déjà être à la sortie du 3 parce qu'en fait le Halloween Kills donc, était prévu déjà pour l'année dernière, repoussé, bon vous vous en doutez à cause de on sait tous quoi. Également je crois à cause des problèmes de remontage. Je crois qu'ils avaient dû faire du remontage autour du film parce qu'à la base ils avaient gardé la date de sortie pour octobre 2020 malgré le Covid etc. Mais je crois que suite à pas mal de problèmes de remontage, ils ont annoncé que le film était redécalé pour être sûr que le film soit parfait exactement comme ils l'avaient en tête. Le film donc sort maintenant avec plus ou moins d'attente de la part des spectateurs parce qu'on va dire qu'à part la vibe qui sort dans la période d'Halloween, je pense que beaucoup de gens ont un peu décroché, ont un peu oublié d'ailleurs qu'il devait y avoir une suite à Halloween de 2018. Mais il sort en salle. Les critiques américaines sont absolument catastrophiques. Ça va de ça passe à c'est une daube. Le film a pourtant fait un carton au box-office, ce qui ne m'étonne pas plus que ça. Mais il est toujours donc porté par la même équipe, David Gordon Green à la mise en scène et l'écriture, aidé par Danny McBride et Scott Teems. Il y a toujours cette chère Jamie Lee Curtis en tête d'affiche, on a toujours le même casting. Et on a même des vieux de la vieille, des premiers films qui reviennent rejouer leur propre rôle avec l'âge, ce que je trouve quand même extrêmement couillu. Contexte placé, Kevin, je me tourne vers toi. Qu'as-tu pensé de Halloween Kills? Alors moi j'ai bien aimé, beaucoup aimé même, parce que alors moi j'avais bien aimé celui de 2018, je trouvais que c'était une bonne suite en fait, je trouvais que ça rendait un peu sa grandeur au personnage de Michael Myers. Je trouvais que les suites avaient un peu atténué son impact iconographique. Ouais. Je trouvais que sa force brute en fait c'était un petit peu atténué dans les suites. Et là, je trouvais que le fait d'annuler quelque part toute la saga, c'est-à-dire repartir dès après le premier, enfin 40 ans après le premier, mais en occultant complètement les 10 films entre les deux, ça permettait de rendre son geste, en fait, complètement... rendre toute sa force à son geste, le meurtrier. Et là, la suite reprend tout de suite après, donc on est la même nuit, un peu comme le Halloween 2 de 1981 faisait, c'est-à-dire prendre la suite directement. Et j'ai trouvé que là où celui de 2018 était vraiment une continuité directe du premier film de John Carpenter, là le film va sur d'autres terrains, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un épisode de transition avant une conclusion qui s'annonce brutale entre Laurie et Michael Myers. Mais j'ai trouvé qu'il profitait de cette fenêtre-là en fait pour rendre hommage à toute cette série de films qui ont été occultés en fait, comme pour faire un best-of de ces films-là. C'est-à-dire le versant le plus bis en fait de la saga, quoi. C'est-à-dire les épisodes 4, 5, 6 qui sont vraiment, moi je les ai revus il y a très peu de temps, qui sont vraiment assez difficiles à regarder maintenant. Tu peux dire qu'ils sont mauvais. Hein. Ils sont plutôt très mauvais, même voire archi nuls pour le 6 notamment. Mais j'ai l'impression qu'il embrassait en fait cet héritage-là aussi pour essayer d'en extraire un peu le meilleur. Et quelque part, avec sa force de mise en scène, parce que David Gordon Green est quand même un très bon metteur en scène,
il rend cet hommage-là avec beaucoup de classe, j'ai trouvé. Donc ça cache un peu la vacuité du scénario, parce que le scénario est quand même très creux, en fait, dans cet épisode. C'est vraiment un épisode de transition, donc clairement, on aurait pu passer à l'étape d'après, je pense, facilement. Je pense que là, c'est un épisode plaisir. C'est un épisode plaisir coupable, un peu bis et tout. C'est comme ça que je l'envisageais. Ok. L'affiche m'indiquait un petit peu ce côté-là aussi. Et clairement, j'ai pas été déçu. En plus, il y a quelques thématiques, moi, qui m'ont pas mal plu. J'ai trouvé que c'était assez couillu de faire ça dans un film d'horreur, notamment le fait que il y ait ce soulèvement de la population d'Haddonfield, avec les erreurs que ça peut engendrer, à faire justice soi-même et tout, qui était déjà quelque chose qu'on voyait dans l'épisode 4. Parce qu'il y avait ce côté-là aussi où les habitants d'Haddonfield se trompaient de cible. Et j'ai trouvé que ça résonnait bien avec l'actualité, notamment avec tout ce qu'on a pu voir avec Donald Trump qui chauffait un peu les foules à blanc pour quand il y avait eu le truc au Capitole, là, par exemple, aux États-Unis. Alors je pense que le film a été fait avant, mais je trouve que ça a une résonance un petit peu avec l'actualité. Et notamment le personnage de Tommy Doyle, j'ai trouvé il me faisait penser un peu à Donald Trump dans sa façon d'attiser un petit peu la colère des foules. Et comme le film de 2018, j'ai trouvé que le film changeait un petit peu d'axe, c'est-à-dire que normalement le croque-mitaine c'est Michael Myers, c'est lui le méchant du film. Et en fait dans le film de 2018, Laurie Strode était presque plus dangereuse que Michael Myers dans son rapport au traumatisme, dans sa violence, voilà. Et là j'ai trouvé que la foule pouvait être aussi plus dangereuse que Michael Myers quelque part, même si c'est un tueur en série et qu'il a des meurtres ultra brutaux dans le film, mais j'ai trouvé qu'il montrait une facette différente par rapport à ça. Alors, moi, ça va un peu dans le même esprit de ton avis, mais moi, de mon côté, je trouve le film, justement, dans sa tendance à vouloir s'orienter vers le bis, il a un peu tendance à, parfois, vouloir trop se la jouer, justement, film bis. Perso, j'ai pas passé un mauvais moment devant Halloween Kills. C'est bon de le préciser, parce que ensuite je vais être un peu vache. Je trouve le film très mou. Et vraiment très mou. Et pas dans le sens où on sent que c'est un épisode filler, juste dans le sens où on sent que c'est un épisode qui veut construire une tension, mais qui construit une tension qui parfois est presque à blanc, qui va dans le vide, Enfin, le souci c'est que, comme je te l'ai dit un petit peu avant, je trouve que c'est un film qui enfonce des portes ouvertes, mais qui les enfonce genre violemment. Après, c'est des portes ouvertes qui sont plutôt intéressantes, faut pas se voiler la face, parce que comme tu dis, il y a le côté soulèvement de la population, il y a la résonance par rapport à l'Amérique post-Trump, il y a tous ces trucs-là qui sont hyper intéressants, mais je trouve que ça enfonce des portes ouvertes qui ont déjà été mis en place dans d'autres films de manière plus intelligente et de manière plus constructive, et ici, du coup, ça sonne un peu comme de la redondance, et par moments, c'est un poil too much. Pour autant, le film dégage une ambiance de dingue. Et vraiment dans le sens où on se laisse embarquer par ça, on se dit waouh, il y a quand même quelque chose. On n'est pas uniquement devant un film d'horreur qui se voudrait être complètement Z, comme j'ai vu plein de gens le dire. C'est pas Z. À la limite, c'est bis, comme tu as bien fait de le préciser, mais c'est jamais Z. C'est pas un film qui se veut être complètement potache ou la grosse poilade ou genre. Après, au travers de la mise en scène de Gordon Green, notamment des effets gore, il y a clairement une envie de vouloir en faire des caisses et de vouloir faire en sorte un petit peu que le spectateur il s'éclate et qu'il prenne son pied. Enfin, aller dans l'optique d'un Michael Myers qui soit vraiment l'entité maléfique pure et dure qui est capable de dévisser la tête d'un mec en une fraction de seconde ou alors de percer des orbites et de faire en sorte que les yeux ils giclent de tous les côtés. Enfin, c'est vraiment cette optique-là qui est préférable ou en tout cas qui est préférée par David Gordon Green au sein de son film. Après, c'est pas toujours fait avec subtilité, notamment dans l'écriture où c'est vraiment très maladroit. Et comme je te le disais, je trouve qu'au niveau des thématiques, ça a beau être très intéressant. C'est des thématiques qu'on connaît déjà par cœur, qui ont déjà été exploitées d'autres manières plus ou moins subtiles au sein du cinéma. Je trouve ça juste un peu dommage de s'être limité juste à ça et de pas avoir voulu faire quelque chose de plus. Tu vois, un tout petit quelque chose de plus. Après, moi, c'est mon ressenti dans le sens où, c'est vrai que, comme je te disais, j'ai refait toute la saga. Exactement. Donc je reviens des tréfonds de la saga. Oui, donc forcément, oui. Clairement, je viens de revoir des films de Halloween où Michael Myers, c'est vraiment rien, quoi. Enfin, tu vois, il impose aucune tension. Oui, voilà. non, mais parce et là, je trouve que... Bon, alors effectivement, il y a une vacuité un peu dans le scénario, il y a ce côté un petit peu, facile, même par moment. Mais quelque part, je trouve que l'iconisation du personnage, elle est au top, quoi. Tu vois, je trouve que quand il sort, par exemple, de la maison
Bon, c'est des images qu'on voit dans la bande-annonce, mais... La maison en feu, tu veux dire, ouais. la maison et Lescaut. et qu'il est prêt à en découdre. Bah là, enfin, tu vois, le personnage, il Ah est oui, là, non, quoi. mais complètement. Tu vois, à 100%. Et je trouve qu'un truc qu'ils ont bien fait aussi, et ça on en parlait également, c'est les flashbacks. Bah ça Parce justement, que... je te propose qu'on l'aborde tout de Ouais. suite. On va passer sur l'écriture, donc basé sur les personnages de John Carpenter et Debra Hill. Le scénario donc écrit toujours par Scott Teems, par Danny McBride et par David Gordon Green. Et là je te lance. Mais c'est vrai que du coup déjà la structure du film est assez particulière parce que c'est une structure qui va être en résonance complète avec le premier film de Carpenter, Ouais. dans le sens où il va carrément y avoir des flashbacks autour d'un personnage de flic qu'on a déjà découvert dans le Halloween 2018, qu'on avait découvert avant, mais là qu'on découvrait un peu plus profondément dans le Halloween 2018. Et cette structure à base de flashback et de retour dans le présent, avec vraiment des comparatifs par rapport au regard qui a pu être porté sur Michael Myers à l'époque et aujourd'hui, cette partie-là est très intéressante. Oui, d'autant qu'elle ouvre le film, du coup. Et que, en fait, ça permet de raccrocher aussi les wagons avec le personnage de Will Patton, je sais plus comment on dit, qui joue le shérif d'Haddonfield en 2018. Et ça le rattache à l'histoire du premier film. Et les scènes de flashback sont vraiment bien faites parce qu'on a l'impression que ce sont des scènes coupées en fait du film original. Ah bah là, on en parlera ensuite en termes de mise en scène, mais en termes de reconstitution, c'est Et impressionnant. donc les flashbacks viennent ponctuer un petit peu le récit et apporter peut-être un peu de richesse au background en fait, je trouve. En fait, je trouve que ces flashbacks apportent une thématique qui, pour le coup, elle est vraiment intéressante par rapport aux autres que je te disais, je trouve sont un peu faciles. Ça apporte la thématique de la culpabilité. Par exemple, Will Patton va vraiment se reprocher, lui, de ne pas avoir fait quelque chose à l'époque. Et c'est très intéressant parce que Laurie Strode se reproche exactement les mêmes choses. Elle se reproche de ne pas avoir fait un truc. Et tous les personnages sont un petit peu comme ça. Tommy est exactement dans cette optique-là. Il se dit, j'aurais pu faire quelque chose à ce moment-là. Ils sont tous dans cette optique de culpabilité, ce qui se contrebalance du coup, par contre, avec l'espèce de thématique un peu bizarre de la chasse à la sorcière de Michael Myers, qui pour le coup je trouve est vraiment pas subtil et pas très très bien amené, parce qu'il n'y a pas réellement de climax je trouve, et on a beau mettre ça aussi en comparatif avec ce qui a pu se passer dernièrement aux États-Unis comme tu l'évoquais au début avec Donald Trump, je trouve que pour autant ces thématiques là elles n'ont pas la portée qu'elles devraient avoir parce qu'elles sont un peu jetées, et une fois qu'elles sont terminées on les laisse quand même en suspens et elles continuent, et je trouve ça un petit peu bête. Surtout, bon, sans spoil, surtout au vu de comment le film se termine, je trouve que ça a vraiment une espèce de vacuité, mais à l'heure complète, ce qui est très dommage parce que je pense qu'il y aurait eu plus d'impact à construire quelque chose d'un peu différent par rapport à ça. Et je trouve ça, en fait, c'est vraiment un peu dommage parce que j'ai vraiment la sensation d'un pétard mouillé, dans le sens où vraiment il y a des super idées qui sont posées, il y a vraiment une super ambition, il y a vraiment une profondeur dramatique et tragique presque amenée grâce à certains personnages qui pourraient marcher. Et je trouve qu'en parallèle, on veut tellement bosser sur l'iconisation de Michael Myers, qui elle, pour le coup, est très réussie, que du coup, cette première partie de construction de personnages et de développement qui voudrait amener jusqu'à cette chasse aux sorcières qui aboutirait sur Michael Myers brûlé sur un pilori en plein milieu de la place d'Haddonfield, bah ça marche pas, cette partie-là. Je sais pas honnêtement parce que je crois que après à voir comment ça va être conclu. Exactement, c'est aussi ça. Là, on fait quasiment que des théories parce que quand Halloween Ends va sortir, ça se trouve, on va tous revenir en arrière. Et moi, je vais être le premier à te dire en fait, c'est génial, Halloween Kills, ça amène tout ça. Je pense que c'est enfin, je le vois vraiment comme une récréation avant le truc. Alors, effectivement, il y a des problèmes d'écriture, d'équilibre et tout. Et d'importance qu'on donne à tel ou tel aspect de la saga. Mais. Moi j'ai trouvé que ça sonnait bien quoi. Après effectivement la façon dont cette quête de chasse aux sorcières s'achève dans le film, bon c'est juste une bonne fois pour toutes pour nous dire le problème va se régler, ce sera Laurie versus... Ce sera l'affrontement, final. En fait. Je pense que c'est juste une manière de nous dire, de recentrer le débat en fait sur deux personnages. C'est ça, parce que tout le film d'ailleurs, c'est assez important de le préciser, mais tout le film quasiment met de côté Laurie Strode. Contrairement au premier où tu disais que dans Halloween 2018, Laurie Strode était presque plus mise en avant que Michael Myers et était aussi dangereuse que lui. Là, ce qui est important de préciser, c'est que Laurie Strode est à l'hôpital H24, elle ne bouge pas et elle est vraiment figée dans cet endroit-là. Donc du coup, le propos du film, c'est vraiment plus les habitants d'Haddonfield et la petite fille de Laurie Strode qui vont partir chasser Michael Myers pendant que elle est un peu en train de se remettre dans son hôpital avec Will Patton à côté. Mais à côté de ça, c'est quand même elle qui ordonne à Tommy Doyle d'aller en finir avec Michael Myers. Donc, quelque part, elle attise aussi cette colère quelque part. Complètement. Mais ouais, non, du coup, pressé de voir la suite quoi.
spoil un tout petit peu, juste Ouais. histoire d'aborder quelques points. Donc pareil, comme d'habitude, je vous mets le timecode à partir du moment où on spoile plus. Concrètement, le film se termine donc sur Michael Myers qui, après avoir eu cette immense chasse aux sorcières, survit à je ne sais combien de coups dans la gueule, une Dans le dos. fourche, des couteaux, des coups de flingue, et se relève. Donc confirmant une bonne fois pour toutes que Michael Myers est littéralement invincible. Un dieu. Voilà, ou Un dieu de la mort. un démon plutôt, un démon à la limite. Mais du coup, ça veut vraiment placer cette idée que il n'y a qu'une seule personne finalement qui peut en finir avec Michael Myers, c'est Laurie Je sais pas, Strode. parce qu'en plus, il y a cette phrase un peu énigmatique, je sais plus à quel moment, où Laurie dit on s'en sortira pas par la violence. Oui, c'est vrai que c'est... Alors- Mais c'est répété à plusieurs reprises dans le film. Même Will Patton, à un moment, il évoque le fait que Michael Myers, finalement, ne cherche pas la violence. Et tout le film est construit autour du fait que Michael Myers veut simplement rentrer à la maison. Ce qui est un peu potage sur quelques aspects. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se marrent lorsqu'ils entendent Will Patton dire « Il veut rentrer chez lui ». Mais parce que littéralement, en fait, le pattern qui nous est montré, c'est Michael Myers qui, en fait, ne veut qu'une seule chose, c'est rentrer chez lui et aller dans la chambre de Saros et regarder la rue d'Haddonfield. C'est tout. Ouais. C'est littéralement ça. Laissons-le hein. faire. Non, mais c'est vraiment ça en plus. Donc, est-ce que le film nous ouvre une porte ouverte en mode, mais pourquoi vous laissez pas ce pauvre mec enfermé dans sa maison à regarder la vue? Le 3, il sera juste dans sa petite maison. avec un petit WC. T'imagines, ça sera ça. Ça se trouve, ça sera vraiment ça. Et juste, on évoquera ses problèmes de voisinage. Mais donc voilà, ça se termine comme ça. Ça ouvre la porte, comme tu disais, à plein de bonnes choses. Ouais. Après, voilà, faut encore voir s'ils vont pas partir n'importe comment. Parce que là, pour le coup, si on veut voir un film qui littéralement cherche à la fois à rendre hommage au précédent métrage, à tirer ce qui en faisait la sève, on va dire, salvatrice et forte, et ensuite se débarrasser de ça et dire on passe à autre chose, parce que littéralement, tous les personnages phares qu'on nous amène dans ce film crèvent à la fin. Tommy, Marion, tous. Ouais. Tous, ils sont morts. C'est littéralement un ravage et c'est genre, on se débarrasse de tout et on repasse Ouais. encore à autre Je chose. pense qu'il y a eu tellement d'allitérations en fait sur notamment Tommy Doyle. Par exemple dans Halloween 6, il est joué par Paul Rudd de manière très... Enfin vraiment, il joue très très mal. Il faut vraiment deviner que Paul Rudd va devenir Paul Rudd par la suite parce qu'il est vraiment très mauvais. Il y a tellement eu d'allitérations sur les personnages justement, Tommy Doyle, Marion Chambers, etc. qu'en fait j'ai l'impression que le film Halloween Kills résout ces problèmes-là une bonne fois pour toutes pour recentrer vraiment le débat. C'est ça. Je pense qu'en fait, il casse la mythologie de Halloween, c'est-à-dire vraiment tous les personnages annexes. Je pense que si Donald Pleasance était toujours en vie, ils auraient foutu aussi le docteur Loomis là-dedans pour, Il l'aurait crevé, pour il le l'aurait fait crever une crever, bonne ouais. fois pour toutes. En fait, je pense qu'il se débarrasse un peu d'une manière brutale de toute la saga. Tommy Doyle, en fait, c'est vrai que son retour, par exemple, est complètement con. Alors, il attire les foules, tout ça, il a un rôle quand même dans le film, mais à la fin il se fait crever comme une merde par Myers. Complètement. Voilà, et c'est étonnant ce moment où Myers se fait lyncher par la foule, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, David Gordon Green nous met un peu dans la position où t'as pas de la peine pour lui, mais presque. Presque. C'est bizarre ce truc-là où en fait, du coup, la foule devient le bourreau en fait. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et Myers devient presque la victime. Et c'était déjà un peu le cas quand même dans le premier, comme je disais, parce qu'il tombe dans le piège littéralement de Laurie Strode dans le film de 2018. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Et quelque part, il nous met dans une position un peu bizarre, et qui n'est pas dénuée d'intérêt, je pense, de nous mettre... attention à Michael quand même. Non, mais ouais. Donc je sais pas, c'est des petits trucs qui sont assez inédits quand même dans la saga. Tout à fait. Mais on perd jamais son aura. Je trouve que Myers est intact à la fin, notamment quand il se relève du lynchage. On est toujours en spoiler, hein. Oui. Ouais. Quand il se relève du lynchage et là il a un côté magnifique quoi, quelque part. C'est vrai. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais au niveau de l'iconisation du personnage, on va parler de la mise en scène de David Gordon Green. Clairement, là, il est dans... Si on devait considérer que le premier Halloween était un véritable hommage à Carpenter, parce que pour le coup, que ce soit par les effets de mise en scène, que ce soit par la construction du récit, que ce soit par les nombreux clins d'œil qu'il avait, là, on est vraiment sur l'envie de se débarrasser un petit peu, en termes de mise en scène, des archétypes un petit peu amenés par le premier film de Carpenter et par sa suite, pour construire un film qui soit vraiment brut de décoffrage, parce que pour le coup, là, c'est un film qui est violent. Et quand je dis violent, c'est pas anecdotique, c'est vraiment violent par moment. Le film est vraiment ardos. Et pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment ce côté boucherie, et le titre Halloween Kills est pas démérité là pour le coup. Hein. Bah non. Ah, parce que là, Michael Myers, je crois qu'il a jamais buté autant de personnes dans un seul métrage. Hein.
Bah, rien que dans son introduction. Rien que dans son introduction, il bute 11 pompiers, je crois. C'est ce le qu'ils body count annoncent. est plus important que les 2 premiers films. Ah et non, mais c'est impressionnant. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment une envie de la part de David Gordon Green de construire, comme tu le disais, une certaine iconicité autour du personnage, de vraiment la renforcer, notamment comme tu l'évoquais avec cette fameuse scène où il sort de la maison avec les flammes derrière lui, où là vraiment le personnage est, enfin, limite, je sais même pas ce que c'est en fait, parce que c'est génial. On nous le vend comme un être humain, ça n'est pas un être humain, c'est une entité Puis on voit diabolique. ça dans le regard des pompiers. Exactement, qui le c'est regardent, hyper bien foutu. Et derrière, David Gordon Green s'éclate en termes de mise en scène. Enfin, c'est assez dingue, mais moi, il y a un plan que j'ai retenu qui était complètement perché, mais que je trouve assez génial. C'est justement suite à cette baston-là, il y a Myers qui va planter une espèce de hache des pompiers dans la tête de quelqu'un, et on est à la place du regard de la personne, et on se prend littéralement le truc dans la gueule. Ça aurait été fait dans les années 80 en 3D, on aurait eu un bel effet. Oh, ça aurait été sale. Mais du coup, ça rend hyper bien, et le film est constamment dans cette idée-là au fur et à mesure qu'il avance. Je trouve qu'il développe des petites idées de mise en scène posées à gauche et à droite qui, pour le coup, sont vraiment excellentes. Ouais, d'autant que c'est une réalisation qui est un peu dans l'épure aussi. Enfin, il y a des côtés un peu tape à l'œil par moment, voilà, comme tu dis, avec littéralement tape à l'œil d'ailleurs. Mais il conserve quand même cette idée que la mise en scène de Carpenter, c'est la matrice en fait de Halloween. Donc en fait, il part de ça, c'est-à-dire vraiment un côté très épuré, un côté où il y a très peu de jumpscares finalement. Aussi. Ah bah il y en a 2 ou 3, et encore voilà. C'est des jumpscares qui sont jamais vraiment assumés, c'est vraiment juste Michael Myers qui apparaît et puis hop. Et du coup il est vraiment dans cette simplicité de mise en scène, tout en apportant un petit peu de modernité également. Et cette simplicité on la ressent surtout dans les séquences de flashback qui, comme tu l'évoquais avant, en termes de reconstitution sont assez folles, que ce soit en termes de raccord par rapport au film original, où vraiment il y a des plans qui sont très bien foutus. Partant de l'idée que le premier Halloween de Carpenter était qu'il n'y avait rien entre le Halloween de Carpenter et celui de 2018. Il est canon, c'est vrai, du coup qu'est-ce qui se passe quand il disparaît de la pelouse, quoi. Donc là il répond à cette question là, c'est-à-dire qu'on voit l'arrestation en fait de Michael Myers, c'est comment il se retrouve à l'institut comme on le retrouve en 2018, et ça prend sens, c'est pas juste pour faire plaisir aux fans, ça prend sens par rapport au trauma du personnage de Will Patton et on revoit le Dr Loomis, ça c'est hyper cool. Mais le grain de l'image, il y a un travail vraiment sur le grain de l'image, sur l'étalonnage. On se croirait vraiment en 78. Et on se croirait vraiment face à des scènes coupées en fait du métrage original. C'est dingue. Donc franchement, et puis même dans la manière de filmer avec on a l'impression qu'ils ont repris quand même des techniques. Ils ont vraiment repris des techniques, enfin, c'est pas possible. Il y a des tout petits zooms qui font vraiment penser aux zooms que pouvait faire Carpenter à l'époque. Il y a des travails de cadre, il y a le côté très ample de la caméra qui veut pas simplement, comme ça peut être le cas avec, dès le moment où on repasse dans le présent, une caméra très, très à l'épaule et souvent proche des persos. Il y a ce côté très millimétré, il y a ce côté très délicat où vraiment, comme tu disais, le côté très à la Carpenter, c'est posé, on prend son temps, on laisse l'ambiance finalement insuffler quelque chose à l'image, et c'est tout. Et après par contre moi il y a un gros point noir, je trouve, j'ai pas la sensation que Gordon Green sache réellement comment rythmer son film derrière en termes de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir des bonnes idées de mise en scène comme je l'ai évoqué, et ça a beau être très fun, notamment sur les scènes où Myers intervient dans les maisons des gens et bute, etc. à gauche et à droite, là ça fonctionne hyper bien. Je trouve que par contre il y a beaucoup de scènes à côté qui ont tendance à être très lentes, trop explicatives, mal amenées, maladroites. Enfin, la séquence dans l'hôpital en soi elle dégage vraiment quelque chose de fort, mais je trouve qu'elle met trop de temps à se placer, qu'elle met trop de temps à avancer, et qu'elle est pas subtile en fait. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, c'est bon de rappeler que, comme je l'ai évoqué au début et comme tu l'as très bien évoqué, il y a plein de super idées tout du long du film. C'est juste que c'est dommage de voir ces idées souvent plombées par un cinéaste qui peut-être sait pas vraiment comment rythmer un film qui sonnerait comme un film filler, quoi. Et je trouve ça juste dommage parce que je pense que le film aurait gagné à être beaucoup plus court déjà. Plutôt que durer 1h50 et avoir tendance à s'étendre un petit peu trop, tant pis, 1h30. Bien tassé, bien clean, bien clair, on va à l'essentiel, on rajoute pas de fioritures, on se contente des flashbacks et on fait vraiment une grosse émeute dans l'hôpital et on fait pas toute la partie un petit peu annexe où genre les personnages vont partir à gauche et à droite. Enfin, cette partie-là, tu vois, par exemple, je trouve qu'elle n'a rien à foutre dans le film, qu'elle apporte pas grand-chose hormis se débarrasser de Marion et de certains autres protagonistes, mais sinon, ça ne sert à rien. Ça n'apporte aucune profondeur à Michael Myers, ça ne lui amène aucun développement, ça n'amène aucun personnage à avoir une réelle extension. C'est pour créer On peut retirer fastoche 20 minutes du film et je pense qu'on aurait un film beaucoup plus clair, beaucoup plus rapide, beaucoup plus ciselé et beaucoup plus fin finalement dans cette thématique. Mais
Ouais, après comment tu fais évoluer Myers dans ça. Bah là, Parce que du coup, s'il est pas à c'est la grande l'hôpital, question qu'on se pose en tant que scénariste. ouais. Mais ouais, non, mais... Voilà. Bon, après, moi, c'est vraiment la grosse maladresse du film qui, je trouve, se compile du coup à ces gros problèmes Je d'écriture pense qu'il peut y avoir par moment. En fait, il y a beaucoup de générosité dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, il veut à la fois rendre hommage toujours au premier film, de 78. Tout On à fait. voit avec les flashbacks, il y a un immense respect pour ce film. Il y a un petit peu de Halloween 2 qui se passe dans l'hôpital, tout ça. Il y a même du Halloween 3 qui est normalement hors série, parce qu'il y a des enfants, enfin il y a des personnages qui se font tuer, ils ont le masque, ils ont 3 masques, tu sais. Ah Voilà. oui. Oui, Enfin, ok. c'est pas des enfants qui se font tuer, bref, mais ils ont des masques à un moment, et c'est les masques, C'est les masques envoûtants de Ah Halloween bah 3. tiens, ça m'aurait étonné. Et puis après, il y a toutes les thématiques un petit peu chasse à l'homme, tout ça qui sont dans Halloween 4 et tout. Ouais. Et donc, vraiment, il embrasse vraiment toute la saga. On a l'impression qu'il veut contenter un petit peu tous les fans en fait. De Ah la bah saga. c'est possible. Quelque part où il y avait peut-être cette critique un peu face à David Gordon Green quand il a entamé son premier Halloween. Bah merde, tu nous effaces toute la saga qu'on aime bien, tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai l'impression qu'il remet un petit peu les pendules à l'heure en disant, bah voilà, c'est. Pour moi, il aurait peut-être juste fallu un petit peu Peut-être mieux juste de trouver l'équilibre. l'équilibrage, Ouais, hein. exactement, comme Mais, tu dis, de l'équilibrage. Mais bon, Voilà. voilà. On peut pas tout avoir dans la vie. Non. En termes de casting, on va faire ça vite fait parce que je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter que ce qui a été dit sur le premier Halloween. Toi, tu vas pouvoir un petit peu plus développer ton avis vu que tu n'avais pas pu être là. Ouais. Jamie Lee Curtis, Judy Greer et Andy Matichak dans les rôles de la famille Strode. Bah, Jamie Lee Curtis, on la voit très peu. On la voit très peu, donc peut-être, finalement, c'est pour un moi, peu difficile de juger c'est là-dessus. le point un petit peu négatif. Mhm. Mais à la limite, c'est peut-être aussi pour renforcer son aura pour la suite, on verra. Ouais, ça doit être ça. Et Non, je pense que c'est ça. Judy Greer, elle a un rôle un petit peu plus en retrait, mais à la fois quand Je même la un trouve peu bien. important. Non, je la trouve Donc, bien dans celui-là. elle est bien. Elle fait moins potiche que ça pouvait être le cas dans Oui. dans le premier où c'était ouais. juste à la fin où elle arrivait vraiment à se Oui, parce réveiller, que mais ça marchait. Mais Elle après, accepte c'était- tout son héritage aussi de sa Exactement. mère. Voilà, ça. Exactement. Et la petite. Andy Matichak. Ouais, elle joue bien. Je Elle trouve. joue bien, non, mais c'était la grosse révélation Ouais, du sur le premier, elle premier. était très bien aussi. On peut citer Nick Castle et James Jude Courtney dans les rôles de The Shape, qui sont quand Plein même d'émotions. extrêmement charismatiques et les deux sont assez dingues. Je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien. Et n'empêche qu'on rigole parce qu'il est masqué et que. Enfin, voilà. Mais j'ai vu des films d'Halloween où l'acteur qui jouait Myers c'était mauvais. C'est-à-dire que même avec un masque, on sentait que c'était un mauvais acteur, qu'il avait aucune présence, aucun charisme. Et donc ça, c'est James unique. Jude Courtney, Et je trouve il en impose beaucoup. Ouais. Oh oui, ça c'est clair. Donc Will Patton qui joue donc l'officier Oui, Hawkins est vraiment excellent. Ouais. C'est Comme bon de le d'habitude, préciser, c'est il est un vraiment bon bon. acteur. Thomas Mann dans le rôle de Hawkins jeune est très bien aussi. Oui. Il a vraiment beaucoup de charisme, je trouve, et il apporte quelque chose de plus. On peut citer Dylan Arnold et Robert Longstreet, ainsi que donc Anthony Michael Hall qui joue donc Tommy. Donc c'est le seul qui n'était pas l'enfant, enfin je veux dire, c'était pas l'acteur d'origine. Ouais. Il a Ça été j'avais cru recasté. comprendre, ouais, qu'ils ont recasté Mais, quelqu'un d'autre. Mais pour autant, l'acteur a une Ouais, putain de gueule. il joue bien. L'acteur a vraiment une bonne gueule. Mais Il non, incarne bien ce côté brutal un petit peu de l'Amérique profonde aussi. Tu bah, vois, il a vraiment ce côté c'est, redneck. Hein. Voilà, il a c'est vraiment ça. ce côté redneck pur et dur et ça fonctionne du feu de Dieu. Enfin, il porte vraiment le côté un peu militant où tu sens qu'il est pro-Trump et un peu nazi sur les bords. Et, Ouais, mais à la fois, bah, c'est vrai que c'est une colère qui est explicable quelque part. Exactement. Parce que la ville est maudite depuis des années, depuis des décennies. Finalement, la ville d'Haddonfield depuis les premiers meurtres de Michael Myers. Donc ils veulent se débarrasser de ça, une Yep. bonne fois pour toutes. Donc il y a une vraie raison. Mais bon. Tout à fait. Mais ouais, dans la grande majorité, le casting est quand même bon et Ouais. je trouve les interprètes vraiment... Enfin, ils portent vraiment bien le film, encore. En gros, c'est encore une fois bon de le répéter et c'est pas toujours évident, mais ils portent tous très très bien le film. Et c'est peut-être l'un des gros points positifs majeurs que la plupart des gens ont tendance à un peu éviter de mettre en avant, parce que pour le coup, eux, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Et je Oui, pense oui, que oui. les gens sur ce film, ils ont envie de reprocher plein de choses au long métrage, C'est- sans avoir réellement sur quoi ils veulent taper, mais Mm. j'ai vu beaucoup de critiques négatives du film où honnêtement tu sens que les gens ils savent pas réellement sur quoi taper en fait. C'est comme s'ils voulaient taper un petit peu dessus, mais ils savent pas réellement sur quoi se diriger, et c'est bien toi, j'ai trouvé, enfin, je trouve que ton avis du coup, en tant que fan de la saga qui revient un petit peu sur tout ça et ce côté un peu synthétique de Halloween Kids, Mm. ça permet aussi de mettre en relief que le film, il est pas foncièrement mauvais. Il a des Non, maladresses, il peut avoir des il a maladresses, c'est sûr. Voilà, c'est mais, ça. Mais il est pas foncièrement mauvais. Je pense qu'il s'inscrit vraiment dans une saga où il y a eu du très mauvais. Et enfin, comparé Halloween Kills avec Halloween 6 par exemple, vous verrez ce que c'est qu'un film mauvais, quoi, en gros. Mais non, je pense que Halloween Kills, avec toutes ces maladresses, comme tu dis, avec toutes ces faiblesses,
reste un bon slasher, un bon film d'horreur à mon avis. Alors, je pense qu'on met beaucoup de choses sur ses épaules parce qu'on sait qu'il y a une conclusion derrière et que voilà, il peut pas être conclusif. Mais on voudrait qu'il aborde plus de thématiques, tout ça. Mais un slasher, le thème d'un slasher au départ, il est très simple. C'est un mec avec un couteau qui va tuer des gens. Qui va tuer des gens, point barre. Ça, on l'a, il y a une vraie générosité là-dessus, il y a un plaisir, on le sent à la mise en scène, dans le casting, tout. C'est clair. Donc, alors, que le scénario soit un peu plus faiblard, bon, ben, on verra comment ça se conclut. Et peut-être que tu rehausseras ton avis, peut-être que moi j'ajusterai le mien tout à fait. plutôt en négatif si la conclusion est déceptive, mais pour moi, pour l'instant, on n'a pas toutes les cartes en main pour le faire. Bon, bah, j'allais dire que c'était la fin de cette vidéo et qu'on allait conclure et j'allais te demander ton avis pour conclure Halloween Kids, mais tu viens un peu de le donner. Je pense que je le donne. Moi de mon côté, bah, comme tu l'as dit, pour le moment, moi je considère que c'est un film qui est bien, mais vraiment sans plus. C'est un film qui est divertissant, qui est fun, mais qui est trop maladroit et beaucoup trop long, je trouve, pour ce qu'il a à nous raconter. Après, encore une fois, c'est bon de le préciser, mais c'est comme pas mal de films qu'on a dernièrement. Je prends Dune par exemple ou d'autres choses. On ne pourra faire la synthèse de ça qu'une fois qu'on aura la conclusion. Parce que là, en tant que tel, c'est un film filler. C'est un film qui veut placer des choses, qui veut placer des enjeux, qui veut placer des événements. Et même lorsqu'on arrive à la toute dernière frame du long métrage, il y a vraiment cette optique de vouloir placer quelque chose. Qu'à partir de là, c'est difficile de juger le film en tant que tel, mais moi, pour le moment, Halloween Kids, je trouve passable, mais on se divertit bien devant. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, je pense qu'on est quand même assez d'accord pour dire qu'Halloween Kids de David Gordon Green reste sympathique. Après, encore une fois, à voir ce que ça va donner avec Halloween Ends. Et on se retrouvera l'année prochaine. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette vidéo. Merci Michael. Merci Michael. Je te dis à l'année prochaine pour le prochain Halloween. J'espère que d'ici là on se retrouvera, t'inquiète pas. Oui. Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et joyeux Halloween. Je sais pas si c'est ce week-end Halloween ou pas. C'est dans 10 jours. Ah, c'est dans 10 jours. Bon, bah, les Américains, ils ont toujours une semaine d'avance sur nous, mais... Ouais.